Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, en eau douce ou salée, à travers des mers chaudes, froides, translucides, turquoises ou des rivières, des fleuves, des grottes, des lacs, des gouffres, sur des épaves ou des bancs de coraux, avec ou sans bouteille, plongez. Mais oui, plongez au moins une fois dans votre vie. C'est vrai quoi, à l'heure où tout le monde nous bassine avec le lâcher-prise, la méditation, le travail de respiration, la sortie de zone de confort, s'il y a bien un domaine où on lâche tout, dans un univers en 3D, où le corps est en flottaison, l'âme en suspens, la conscience bien ouverte, la respiration maîtrisée et où le regard s'émerveille, c'est bien là, en dessous, dans l'univers subaquatique. Un terrain de jeu et d'exploration qui occupe tout de même 70% de la surface de notre globe. Oui, en effet, tout ce qui se trouve sous notre ligne de flottaison nous ouvre une porte de conscience nouvelle sur nous-mêmes, car les bienfaits physiques et psychologiques de la plongée sous-marine sont connus et nombreux, et sur l'état de santé de notre planète aussi. Et en plus, c'est une des rares activités humaines qui ne pollue pas notre planète. Rappelons enfin qu'après avoir flotté en retrouvant des sensations quasi fœtales, on en remonte dans une douce béatitude, paisible et détendue. Et tout ça justement grâce au détendeur, ce mécanisme d'invention française qui a permis à toute l'humanité de respirer sous l'eau depuis 80 ans. Bref, donc, pour renseigner, initier et sensibiliser à cette géniale activité qu'est la plongée sous-marine, il y a un salon. Depuis 25 ans, il se tient à Paris, porte de Versailles, et nous, on va y plonger avec délice, ensemble, tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos invités pour aller faire... on va écouter ce bruit formidable qu'on adore, le bruit des bulles. Ça, j'aime bien le petit bruit des bulles, parce que moi j'ai plongé, et je trouvais ça formidable, ce petit bruit. On va l'envoyer tout à l'heure. Hélène de Terrac est avec nous, elle est directrice et fondatrice du Salon international de la plongée sous-marine, créé en 99, Hélène, c'est ça ? Créé en 98. 98, et premier salon en 99. Et ce petit bruit, vous aimez ou pas ? Tout le monde aime ça. Je croirais. Et il y a Nathalie Lasselin qui est avec nous, qui est cinéaste et exploratrice sous-marin. C'est ça, Nathalie ? Tout à fait. Cinéaste avec un nombre incroyable de longs métrages et de documentaires qui ont été faits et signés par vous. Oui, tout à fait. Et des images aussi bien pour des artistes, des chanteurs qui adorent s'illustrer dans le monde aquatique pour toutes les bonnes raisons que vous avez nommées. Et pour parler un peu mieux et encore un peu plus de cet univers sous-marin qu'on va explorer ce soir, il y aura également Pierre Frolla qu'on va joindre tout à l'heure au téléphone, qui est à Monaco, qui est un apnéiste quadruple recordman du monde et qui a d'autres activités pour sensibiliser notamment les enfants au monde à la plongée sous-marine, et il fait un travail formidable. Hélène de Terrac, alors vous, on va parler évidemment du Salon international de la plongée sous-marine. La plongée en France, c'est 300 000 pratiquants, 2500 clubs associatifs, et pour cette 25e édition, elle est placée sous quel signe ? D'abord, c'est l'anniversaire. Bon anniversaire, Hélène. Merci, c'est l'anniversaire du salon, pas le mien, je n'ai pas 25 ans malheureusement. À peine. Non, c'est une édition qui est placée sous le signe de la plongée 360, c'est-à-dire la plongée dans toutes les eaux du monde. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'océan, de la mer, mais il y a aussi les lacs, les fleuves. Je l'ai dit, lac, gouffre, des tas de trucs. Voilà, il y a aussi les grottes sous-marines, il y a beaucoup de choses, et donc on voulait mettre vraiment la plongée sous toutes ses formes en avant, parce qu'il y a des gens qui plongent beaucoup en mer, mais il y a aussi beaucoup de plongeurs qui plongent pas souvent en mer, et on voulait vraiment faire plaisir à tout le monde et réunir tous les plongeurs. Nathalie Lasselin, exploratrice des fonds marins et réalisatrice, est-ce qu'il y a une idée reçue que vous voulez tout de suite battre en brèche sur la plongée sous-marine, les idées reçues qu'on a sur la plongée, notamment quand on est une femme? D'abord, la plongée, c'est simple, c'est pour tout le monde. Voilà. Y compris les gens qui peuvent avoir une certaine appréhension de se retrouver sous l'eau. Bien sûr. Déjà, il faut l'essayer. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes, notamment les personnes handicapées, qui sont libérées du poids de leur corps. Et ensuite, pas besoin d'être un athlète, pas besoin d'être un super nageur. On est simplement là à flotter. Et puis, la plongée, ça commence aussi pour beaucoup de personnes, simplement avec le palmas tuba. Donc, ça s'adresse absolument à tout le monde. Et voilà, de 7 ans jusqu'à la fin. D'accord. Hélène de Terrac, vous avez créé ce salon il y a 25 ans et ça répondait à quel besoin ? Faire connaître mieux la plongée ? Sensibiliser la planète ? C'était surtout à l'époque une demande des plongeurs d'avoir un événement dédié. À eux ? Oui, parce que c'est une grande famille, la plongée. Ça réunit énormément de monde, énormément de passionnés. Et en fait, il n'y avait pas d'événement pour eux. Donc ça a répondu au début à ça. Et après, on a évolué et on a fait évoluer beaucoup de gens avec le salon. Alors rappelons que la première édition avait lieu à l'Aqua-Boulevard. Oui, parce que l'idée c'était qu'il y ait un bassin d'eau. Voilà. On voulait qu'il y ait des baptêmes. C'est pas bête.
Bah ouais, c'était plutôt bien. L'eau était chaude, on se promenait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Pierre en parlera tout à l'heure. Oui, il en parlera. Concours d'apnée. Du concours d'apnée qu'il a fait à l'époque. Il était tout minot. Et voilà. Et puis une année à l'Aqua Boulevard, deuxième année à l'Aqua Boulevard. Et puis ça a grandi très très vite. Beaucoup d'exposants, beaucoup de monde. Combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à 470 exposants. C'est un des plus gros salons, le Paris Dive Show, comme on dit aux States. Yes. C'est le plus gros salon du monde. Ah, c'est un très très gros salon, oui. C'est le plus gros du monde, Hélène. Vous aimez bien. Ah bah surtout pour le salon de la plongée, parce que c'est vrai qu'il y a ailleurs des salons de la plongée qui sont liés à des salons du bateau, notamment le bout de Düsseldorf. Mais là, en salon dédié, oui, c'est un très gros salon. Et on disait que c'était une façon aussi de sensibiliser les gens à la plongée. On pourra s'initier. Ah oui, parce que... Bon, alors racontez-nous ça. Alors on a une piscine, on a un bassin de 300 mètres carrés qu'on remplit dès le montage d'eau et qu'on traite, qu'on chauffe, puisque au moment de l'ouverture du salon, l'eau elle était à 29, donc elle est plutôt très agréable. Et là on fait des baptêmes. Donc en permanence dans le salon, on vient avec son enfant, sa femme, qui on veut. Il y a des écoles, on accueille à peu près 1000 scolaires là, sont au planning. Énorme. Pour les 4 jours du salon. D'accord. Et on leur fait découvrir. Alors ça peut être l'apnée, ça peut être le tir sur cible, ça peut être. On leur apprend le matériel. On les met sous l'eau. On les fait plonger, ils tirent sur des cibles avec des petits harpons. Oui. Ah bon ? Oui. Et voilà. Et donc ça permet de faire découvrir beaucoup de choses. La Marine nationale fait aussi des baptêmes avec des recycleurs un peu particuliers. Et donc c'est pour tout le monde, quoi. C'est un beau terrain de jeu. Nathalie Lasselin, vous habitez Québec. Oui, Montréal plus précisément, Montréal, c'est pas loin. Et vous travaillez justement de temps en temps sur le Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors toutes sortes de choses, notamment... rappelons-le, c'est le grand fleuve canadien, mythique. Oui, et puis c'est le plus long fleuve intérieur au monde quand même, des Grands Lacs jusque l'océan Atlantique. Et notamment, c'est la source d'eau potable de 80% de la population du Québec. Donc pour moi, c'est un terrain d'exploration extraordinaire, pas parce qu'il est nécessairement super beau sous l'eau, même si on a quand même la visite de belugas, de baleines et d'une vie marine très très riche, mais surtout parce que c'est notre source d'eau potable et ça nous ramène un petit peu à notre relation à l'environnement, à comment on peut la protéger et de vivre avec une meilleure harmonie avec cet endroit-là. Parce que vous militez pour une plongée engagée. Vous aimez bien ce mot ? En fait, il y a deux choses dans la plongée engagée. Ce que j'appelle la plongée engagée, c'est pas simplement on va mettre les palmes, la petite bouteille, on se balade pendant 1 heure, on revient. Ça, c'est la plongée loisir. Ça, c'est la plongée loisir qui est très sympa, agréable. C'est super sympa. Et puis, pas besoin d'aller plus loin. En même temps, moi, j'aime bien repousser un peu les limites et j'aime bien pouvoir profiter du fait que j'apporte une caméra pour rapporter des images et des histoires d'endroits où les gens ne seraient pas attirés nécessairement, simplement pour pouvoir les découvrir différemment. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de plongée-là engagée. Et j'aime aussi l'autre genre de plongée engagée qui est notamment pour l'environnement, donc de nettoyer les fonds marins. Ce que vous faites, etc. Ce que je fais aussi. Au Saint-Laurent, où vous enlevez des pneus. Ah oui, toutes sortes de choses. Des tas de trucs. Qu'est-ce que les gens jettent dans Saint-Laurent ? Ah ben, tout ce que vous pouvez jeter dans vos poubelles. Oui, des bagnoles, des motos, des armes à feu. On n'a jamais retrouvé de cadavre, tant mieux. Ça pourrait arriver, mais sinon, tout ce qu'on ne veut plus ou ce qu'on veut cacher, on va le retrouver dans le fond de l'eau. Il faut pas, c'est comme dans le temps, on allait jeter des choses dans le fond du bois ou sous l'eau parce que voilà, on le voit plus, ça disparaît. Puis nous, non, on va ressortir toutes ces choses-là pour essayer soit de les réutiliser, de les recycler ou d'en disposer proprement pour pas polluer ces endroits-là. Hélène de Terrac, au salon, on en parlera de cette plongée engagée ou on parle simplement de la plongée loisir ? On parle de toutes les plongées. On parle de toutes les plongées, c'est ce que j'allais dire. On parlait de l'évolution du salon depuis 25 ans et toute la thématique d'engagement, de témoignage du plongeur, de la protection de l'océan, de la protection de tous les fonds sous-marins, quels qu'ils soient, c'est devenu un vrai sujet. Donc c'est vrai qu'on le développe, il est développé par Nathalie dans certaines conférences, par d'autres intervenants. On a besoin vraiment d'en parler parce que c'est vrai en plus, c'est-à-dire que le plongeur, c'est le témoin. Il sait, il voit sous l'eau ce qui se passe, donc il peut le raconter. Et c'est pour ça que plus il y a de gens qui mettront la tête sous l'eau, et plus on protégera l'océan, les mers et tous les plans d'eau. Mettons la tête sous l'eau.
Mettons la tête sous l'eau. Justement, quand on veut mettre la tête sous l'eau, on commence par quoi? On va voir une fédération, on va voir un moniteur, Nathalie, Hélène, Nathalie. Oui, on peut aller voir. On va vous voir vous. On peut très bien. Vous êtes monitrice, vous? Oui, tout à fait. Moi, je donne beaucoup de formations de plongée technique, donc le plus de bouteilles possible sur le dos, etc. Mais en fait, n'importe quelle personne qui veut s'initier, déjà de commencer par le salon de la plongée à Paris, c'est le premier des endroits premier rendez-vous. Et puis pour pouvoir rencontrer toutes les écoles, les associations, la fédération, etc. Et ensuite, c'est de se rapprocher d'une fédération et puis d'y aller petit à petit. Et en fait, le problème impossible dans la plongée, c'est que la journée où on met la tête sous l'eau, ça s'arrête plus. C'est ça. Ça devient un truc addictif. C'est un peu comme une drogue, quoi. C'est vrai. Parce qu'on en retire une satisfaction à tous les niveaux, c'est incroyable. On va continuer à parler du bien-être et du plaisir de la plongée sous-marine avec le 25e salon de la plongée sous-marine Porte de Versailles. Les dates, Hélène? 11 au 14 janvier. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. En eau douce, en eau salée, partout dans le monde, toutes les plongées du Salon international de la plongée sous-marine présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et c'est la plongée sous-marine et son univers incroyable que nous découvrons ce soir et aujourd'hui avec Hélène de Terrac, directrice et fondatrice du Salon international de la plongée sous-marine, 25e du nom. C'est bien le C'est bien, c'est sympa. Pierre Frolay sera avec nous, il est apnéiste et quadruple recordman du monde tout à l'heure, il est à Monaco et on l'aura en visio. Et Nathalie Leslin est avec nous aussi, c'est une cinéaste et exploratrice sous-marin. Ça c'est chouette, cinéaste et exploratrice. Nathalie, quel est le premier conseil que vous donnez lorsque on va plonger et qu'on n'est pas habitué et que les sensations, comment on met une bouteille, on plonge, on coule, on remonte, comment ça se passe les sensations, les trucs qu'il faut qu'on se laisse aller. On se laisse aller, tout simplement. On respire normalement. Et puis on profite du moment présent. En fait, c'est un truc magique de la plongée. C'est simplement de se laisser aller, de faire confiance. Il n'y a pas plus d'air à la surface que dans notre bouteille de toute façon. Et simplement d'observer le spectacle qui va se passer devant nos yeux. Quel est votre projet du moment en ce moment? Je sais que vous avez exploré un réservoir Manicouagan au nord-est de la ville de Québec. Alors ça, c'est un projet extraordinaire. Ouais, c'est un projet assez fascinant et hors des sentiers battus. C'est un truc de dingue. Oui, on peut le dire. Carrément, c'est une forêt sous-marine. Oui, c'est le quatrième. Le premier truc, en fait, c'est que c'est le quatrième plus gros cratère d'impact au monde. Déjà. Donc déjà, il y a 215 millions d'années. Ça fait un petit peu de dégâts. Et donc ça se présente comme un trou énorme? Oui, en fait, son surnom, c'est l'œil du Québec. Les astronautes adorent prendre des photos de cet endroit-là lorsqu'ils passent vis-à-vis. Et c'est un des plus gros réservoirs hydroélectriques au Québec. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi et surtout la terre des Premières Nations sur laquelle ils allaient vivre. Donc c'est de retourner dans les Inuits, exactement. Donc c'est de retourner dans une forêt, la forêt boréale, qui n'a jamais été coupée avant d'être noyée et elle est intacte. Elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Enfin, les troncs d'arbres sont toujours debout. Donc vous allez plonger dans une forêt de troncs d'arbres. Exact. En suspens dans l'eau. Nous, on est en suspens. Les arbres, ils sont toujours bien ancrés dans le fond. Oui. Mais c'est un truc de fou, la sensation que ça doit faire. Oui, honnêtement, c'est souvent... C'est noir, il fait noir là-dedans? Complètement noir, il fait noir, il fait froid, plus froid qu'à Paris même. Et en ce moment, et on est en fait dans un espace intérieur, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Et c'est assez particulier. Et c'est de pouvoir aussi documenter la résilience de cet endroit-là. Parce qu'il est résilient cet endroit, il continue à vivre. Complètement. On pourrait imaginer. Mais les arbres ne poussent plus. Non, ils ne poussent plus, mais ils sont intacts. Ils sont tels qu'ils ont arrêté, tels qu'ils étaient à maturité. Cette journée-là, ils sont toujours dans le même état. Et vous les avez touchés? Ils sont solides? Alors j'ai essayé d'en faire tomber un. Je me suis époumonée, ça n'a pas fonctionné. Par contre, on en a coupé plusieurs pour travailler avec une université, parce que justement avec la dendrochronologie, donc l'étude des cernes des arbres, on essaie de comprendre un petit peu l'évolution de cette forêt-là. C'est fascinant. Hélène de Terrac, quand on entend le témoignage de Nathalie Leslin, que vous connaissez, qui est une amie, bien sûr, ce témoignage d'experts, d'exploratrices et fonds marins, est-ce que c'est symptomatique du salon? On va rencontrer beaucoup de gens comme Nathalie Leslin dans des conférences, dans des gens qui sont à la pointe. Alors, Nathalie Leslin, elle est unique. Ah oui, elle est unique au monde. Comme Nathalie Leslin, c'est pas possible. D'abord, Nathalie Leslin, c'est la marraine du salon de cette 25e édition. Et donc, elle est unique. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Non, il y a d'autres explorateurs. Il y a des conférences. On vient aussi pour des conférences. Il y a des conférences tout le long de 10h à 19h, 22h tous les jours. Et ça permet justement de rencontrer plein de personnes différentes qui vont parler d'un voyage, qui vont parler technique, qui vont parler d'exploration, qui vont parler de protection des océans,
voilà, qui vont parler de tous ces sujets qui permettent de voir, je dirais, cette plongée à 360, tout ce que touche la plongée sous-marine. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce salon de mettre en avant une conférence, une thématique particulière, la protection de l'environnement, la récupération des je sais qu'on peut aller avec sa combinaison, par exemple. Oui, alors... Ça, c'est rigolo. Aujourd'hui, c'est effectivement tout ce qui tourne à l'environnement. Donc, il y a un partenariat avec une personne qui ramasse les combinaisons. Donc, vous venez avec votre ancien néoprène, la combinaison que vous voulez plus, vous la laissez là, elle est recyclée, vous pouvez partir avec un objet personnalisé si la combinaison, il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais il y a aussi toutes ces conférences qui apprennent aux gens tous les petits gestes qu'on peut faire pour protéger les océans, encore une fois, pour empêcher cette prolifération du plastique, le matériel, le nouveau matériel, aussi les destinations. C'est un endroit de rêve, le salon de la plongée, parce que quand vous arrivez, vous passez de Tahiti aux Bahamas, en passant par l'Égypte, en passant par la Corse. Enfin, c'est vraiment, ça fait rêver. Et c'est tout ça qu'on réunit, en fait. Et est-ce que l'évolution du matériel, on en avait parlé en préparant cette émission avec Nathalie, vous qui êtes des femmes, c'est plus léger, c'est plus facile, c'est plus ergonomique. Aujourd'hui, en 25 ans, ça a vachement évolué quand même. Ah bah ça a vachement évolué déjà, parce que moi, quand j'ai mis la première fois la tête sous l'eau, j'étais toute gamine, et il n'y avait pas de palme à ma taille. Et alors les combinaisons pour les femmes, je pense que les fabricants n'avaient pas encore bien compris qu'on n'avait pas les mêmes formes que les hommes. Donc rien que pour ça, ça a fortement évolué. C'était et après, pas la même morphologie, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est plus léger. Aussi au niveau de la protection de l'environnement, c'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le néoprène, sur tout ça. Et sur le salon, on voit des choses techniques, très techniques aujourd'hui, des tendances. Quelles sont les tendances aujourd'hui dans la plongée sous-marine? On parlait peut-être de pouvoir un jour se parler avec nos téléphones, et vous disiez « Ah non, on n'a pas envie de ça parce qu'on a envie d'être tranquille ». Bah oui, c'est un peu le monde du silence. Mais c'est un progrès technologique. Oui, c'est un progrès technologique. À un moment donné, ils ont fait des gilets chauffants, ils font... mais il y a un travail énorme des fabricants et quelque chose qui est né un peu de la crise sanitaire aussi qu'on a malheureusement tous vécu, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qui était fait à l'étranger. Et il y a beaucoup d'usines qui se sont recentrées sur l'Europe et même sur la France, de façon à travailler plus avec le local, on va dire. Donc même dans la plongée, on voit ça. Quelles sont les grandes marques françaises en plongée? Beuchat. C'est tout? Alors maintenant, oui, parce qu'on avait la Spirotechnique Aqualung, mais qui est aujourd'hui plus américaine que française. Mais bon, ça reste quand même quelque chose. On continue à dire qu'Aqualung est français. Après, c'est pas mal les Italiens. Et puis, voilà. Est-ce qu'on aurait besoin de plongeurs et de moniteurs? Est-ce qu'en venant au salon, on peut se documenter sur la façon dont on devient moniteur, par exemple? Ah, bien sûr. Oui. Ah, il y a une demande. Parce que l'emploi, c'est important. Il y a même un stand qui a un mur de l'emploi, parce qu'il y a une recherche énorme de moniteurs. Ah, voilà. C'est tendu dans ce domaine? C'est tendu, c'est-à-dire que souvent les moniteurs vont faire ça un temps, puis après vont s'arrêter. Mais il y a tellement de clubs, il y a tellement de centres de plongée. On parlait des clubs associatifs en France, mais il y a tellement de structures de plongée. Il y a de plus en plus de plongeurs, et dans le monde entier. Et en plus, la plongée, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement, et Nathalie racontait comment on plonge la première fois. C'est quand même une activité où, en général, quand vous faites un baptême, enfin même quasiment partout dans le monde, vous êtes seul avec un moniteur. Il n'y a pas beaucoup de sport, il n'y a pas beaucoup d'activités où vous avez un moniteur pour vous. Et donc, forcément, il en faut beaucoup. Avec lequel on communique toujours avec le pouce, comme ça. Ça va? Oui, ça va. Ça va pas? Voilà, c'est plus ça. Non, c'est ça. À mon époque, en 1880, c'était comme ça. Oui, c'est ça. Quand on a créé le salon. C'est ça. Quels sont vos plus grands challenges, Nathalie Lasselin? Je sais que vous aimez bien aller camper sur l'Arctique et plonger sous la glace. Ça, c'est votre truc. Oui, entre autres. C'est super de pouvoir... Vous êtes une plongeuse de l'extrême, on peut dire ça? Oui, je pense que je suis obligée de l'avouer. Oui, vous n'aimez pas, mais bon... En fait, je suis une plongeuse. En fait, ce qui est drôle de la plongée, c'est que, et c'est ça qui est intéressant aussi au salon, c'est que, en fait, vous mettez des centaines, voire des milliers de personnes passionnées, qui, lorsque vous les mettez ensemble, vont parler de leur activité, vont parler des endroits qu'ils ont visités, des endroits qu'ils veulent visiter, de l'équipement qu'ils utilisent, de ce qu'ils aimeraient voir comme nouvel équipement, et qui partagent tout ça. Alors, c'est 4 jours comme ça. Et ces 4 jours sont nourris de ce qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc il y a 1 an. Et moi, chaque année, je retourne en Arctique. J'adore aller plonger en Arctique. Pourquoi? Parce que je me retrouve sur une banquise qui est somme toute éphémère. Cette année, la banquise s'est formée 2 mois plus tard que d'habitude.
C'est énorme. Même encore aujourd'hui, elle n'est pas complètement formée. Et quand je vais y aller au mois de mai, est-ce qu'elle va être super solide? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'icebergs? Quelle va être la forme des icebergs sur lesquels je vais plonger? Comment ça évolue? C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est la Terre comme une vraie planète. Et en même temps, j'ai aucun contrôle de ce que je vais pouvoir voir. De la même façon, quand on va dans les océans, est-ce que les baleines vont être là? Est-ce que les requins vont être là? Et à chaque fois qu'on retourne dans ces endroits-là, c'est de faire un constat comme un instantané, comme une photo de la réalité à ce moment-là. Et à chaque plongée, chaque immersion, c'est d'aller chercher de l'information supplémentaire, de la partager avec les autres pour pouvoir avoir une espèce de base de données de laquelle on va pouvoir se nourrir les uns les autres pour mieux comprendre la planète et les interactions qu'on a avec les animaux. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu la façon dont ça évolue ou pas? Alors, je suis pas éco-anxieuse. Ça m'énerve un petit peu parce que, on peut baisser les bras et être éco-anxieuse. Bon, c'est sûr, il y a plein de choses qui vont pas bien. En même temps, je suis pas inquiète pour la planète. Elle va se débrouiller très bien. Pour les humains, par exemple, un petit peu plus inquiète quand même. Alors moi, je me dis, si on a envie de faire quelque chose et si on a envie de se rassurer, la meilleure des choses à faire, c'est de poser des actions concrètes et positives pour notre survie avec notre environnement. Et ça, c'est possible de le faire. Après, je pense que c'est notre responsabilité à chacun de se prendre en main et de faire les choses un petit peu différemment. Et à ce moment-là, oui, on peut évoluer. Et preuve en est du nombre d'organisations, d'associations qu'il va y avoir lors du salon, qui posent des gestes concrets pour essayer d'améliorer, que ce soit l'utilisation de certains produits qui peuvent être toxiques pour l'eau, que ce soit des meilleures pratiques, que ce soit des nettoyages sous-marins, etc. Il y a plein de choses possibles. Donc si on est un peu curieux, qu'on a envie de s'aider un petit peu, on peut se laisser inspirer par énormément d'associations lors du salon et ailleurs. Oui, c'est vrai que les plongeurs ont une conscience un peu plus exacerbée, un peu plus accrue de la protection de l'environnement. D'abord parce que eux ne polluent pas. C'est vrai qu'en préparant cette émission, ça m'a un peu sauté au visage, je ne m'y avais pas pensé. Quand on plonge, on laisse pas de traces derrière soi. On plonge et puis on remonte, puis voilà, on n'a pas de papier, on n'a rien laissé. Ça, c'est top. Oui. On a beaucoup changé les façons de plonger aussi. Et il y a un effort de sensibilisation et d'éducation, même dans la pratique de la plongée, pour effectivement ne pas toucher les coraux, etc. Et il y a... J'en touche pas. En même temps, c'est pas compliqué, mais si on abîme le paysage que l'on veut admirer, il n'y en aura plus et on ne pourra pas y retourner y plonger. Donc on se rend assez vite compte que 1 et 1 ça fait 2, donc si on en prend soin, on va pouvoir le montrer aux autres. Alors que si on n'y fait pas gaffe, il n'y aura plus rien à regarder, puis à un moment donné on n'aura plus rien à regarder, ce sera dommage pour tout le monde. Donc je pense qu'effectivement on est de plus en plus conscient de l'importance et puis du privilège qu'on a de pouvoir y aller et de découvrir des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de milieux sous-marins inexplorés? Question pour vous deux. Oui, un paquet. On n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est un puits sans fond. Oui, puis nous, on fait juste toucher la surface, mine de rien, parce que la plongée, même si on est capable, grâce aux technologies, en 25 ans, c'est incroyable, mais encore il y a 2 jours, il y a une nouvelle plongée record de profondeur souterraine, et chaque année, on est capable d'aller... Alors, il est plongé dans les grottes, plongée spéléo. Spéléo. Et il est rendu, je ne veux pas me dire de bêtises, je crois que c'est 318 mètres. De profondeur ? Oui. Avec un mélange spécial ? Avec des recycleurs et tout ça. Et donc la technologie nous permet de toujours aller un peu plus loin, de façon plus confortable, plus sécuritaire, et de pouvoir connaître des choses qu'on ne pouvait pas voir de visu. Bon, après, il y a toute la technologie des sous-marins, mais... Il faut être très téméraire déjà pour plonger dans des grottes à 300 mètres. Déjà pour plonger dans l'eau à 300 mètres, il faut y aller. Il faut être très formé, très entraîné, et avoir un état d'esprit qui, effectivement, permette de pouvoir repousser les limites à ces profondeurs-là. Mais ils sont pas nombreux, ils sont 2 à s'amuser à aller là. On continue à parler du salon de la plongée sous-marine qui a un parfum d'aventure ce soir. Dans un instant, on se retrouve. On fait une petite pause et nous serons avec Pierre Frola, apnéiste et quadruple recordman du monde, qui nous fera partager aussi son expérience de ce qui se passe sous l'eau. À tout de suite. En eau douce, en eau salée, partout dans le monde, toutes les plongées du Salon international de la plongée sous-marine présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel.
Nous sommes avec Alaine de Terrac, directrice et fondatrice du Salon international de la plongée sous-marine, Nathalie Lasselin, cinéaste et exploratrice des fonds marins et aventurière et plongeuse de l'extrême et tout un tas d'autres choses qui sont remarquables et qui est la marraine du salon. Oui, c'est la marraine de cette 25e Notre édition. marraine bien aimée et vénérée. Tout à fait. Et nous sommes avec Pierre Frolat qui nous rejoint, apnéiste et quadruple record du monde. Bonjour Pierre. Bonjour, et ancien parrain du salon de la plongée, effectivement, il y a Exact. 7 ans. Vous avez même lancé la première édition, non? Alors non, c'est Hélène qui a lancé la première. Oui, bien sûr, édition. mais vous étiez là. Lors de la première. Ah oui, j'étais là, j'étais beaucoup plus jeune, avec des cheveux peut-être un peu moins blancs. Hein. Oui, mais c'est pas grave, les cheveux blancs, c'est chouette. Et on avait organisé une course d'apnéistes, une espèce de relais. C'était vraiment une super animation. C'est vraiment un très 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 bon souvenir. Et donc il y a maintenant bien plus de 20 ans. Alors vous, Pierre, vous êtes quadruple recordman du monde en apnée, en immersion libre ou en poids variable. C'est quoi la différence? Alors le poids variable, c'est descendre avec une gueuse, c'est-à-dire un lest d'une 30aine de kilos, qui vous amène au fond de la mer. Et une fois que vous êtes au fond, vous devez remonter par vos propres moyens. Donc c'est une discipline qui est assistée. L'objectif étant d'aller le plus bas possible. L'immersion libre, par contre, c'est descendre le plus bas possible, mais sans aucun artifice. C'est-à-dire que tu as juste une petite combinaison, un pince-nez. Tu tires avec tes bras le long d'une corde pour descendre au fond de la mer et tu remontes de la même façon. Et ça, c'est une discipline non assistée. Et vous avez été à combien de mètres avec ces deux disciplines? Alors, le dernier record du monde en immersion libre que je détiens était à 80 mètres et en poids variable à 123 mètres. 123 mètres. C'est beaucoup. Voilà, c'est un aller-retour de 3 minutes 48. On est quand même admiratif. Je précise aussi que vous dirigez l'Académie monégasque de la mer où 4800 enfants sont passés cette année entre vos mains à partir de 8 ans pour en faire des plongeurs responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, disons qu'au cœur de ma carrière sportive, j'ai voulu commencer ma reconversion. L'objectif, c'était de ne pas m'enfermer uniquement dans la recordite, la performance. Je voulais aller beaucoup plus loin. J'étais à la fac des sports de Nice en maîtrise d'éducation motricité. Donc, l'objectif, c'était de devenir prof de PS. Ma route a légèrement dévié puisque je suis devenu champion de plongée en apnée et ce qu'on appelle un athlète de haut niveau. Néanmoins, la fibre pédagogique est restée quelque chose de très, très important pour moi. Donc, à partir de 2001, j'ai créé une école qui s'appelle l'École Bleue. Elle s'appelle toujours l'École Bleue, mais elle a évolué au fur et à mesure des années, 2001, 2024. Donc, ça fait 23 ans, presque aussi vieux que le salon de la plongée. Et du moins, pas vieux, presque aussi âgé, je dirais même expérimenté. Et donc, à partir de 2001, j'ai créé cette école qui est uniquement orientée vers la plongée enfant. Enfin, du moins en 2001, elle est uniquement orientée pour la plongée enfant. L'objectif, il est très simple, sensibiliser la jeune génération à partir de 8 ans à la connaissance de la faune et de la flore, d'abord méditerranéenne, puis ensuite océanique, par le biais de 3 activités, la randonnée palmée, la plongée libre et la plongée bouteille. Au fur et à mesure des années, cette école s'est émancipée, a grandi, c'est devenu dans un premier temps le centre de sauvetage aquatique de Monaco, pour devenir l'Académie monégasque de la mer par la suite, qui regroupe donc les activités uniquement pour les enfants, plongée libre, sauvetage aquatique et randonnée palmée, des activités pour les adolescents, principalement orientées sur le sauvetage aquatique, structure que j'ai créée avec la princesse Charlène de Monaco en 2012, et l'Académie monégasque de la mer, donc qui regroupe la totalité des activités. Et bien entendu, les enfants qui ont débuté avec nous en 2001 sont devenus des adolescents puis des adultes. Il a fallu donc ouvrir aux adultes aussi. Et donc depuis, on va dire 2011-2012, nous accueillons aussi bien les enfants à partir de 8 ans et les adultes. Et effectivement, l'année dernière, nous avons eu 4800 enfants recensés dans notre école, principalement en activité de plongée libre.
C'est beau. La sensibilisation, c'est aussi un des axes du salon, Hélène de Terrac. Vous qui êtes directrice du Salon international de la plongée sous-marine et la fondatrice du salon. Quelles sont les animations, par exemple, qu'on va trouver au salon quand on vient? Est-ce que c'est ouvert au grand public, rappelons-le, hein, Ah oui, c'est ouvert au grand public. Que le grand public vienne en masse. Ah bah oui. Porte de Versailles. Tout public. Les dates? C'est 11 au 14 janvier. Porte de Versailles. Porte de Versailles. À Paris, dans le hall 4. Donc on a une très belle piscine où on peut faire plein de baptêmes. Ça, c'est toutes les animations aquatiques. Pierre Frolla la connaît bien, la piscine. Il s'est plusieurs fois pris au jeu de faire des baptêmes d'apnée. Donc on peut faire de l'apnée, de la plongée bouteille, du tir sur cible ou découvrir les recycleurs avec la Marine nationale. Il y a 2 salles de conférence où il y a des projections ou des... Avec un programme bien établi, facilement identifiable. Voilà. Où Nathalie donnera des conférences. Voilà, Nathalie donne des conférences, mais il y a aussi... Sur quel thème, Nathalie, votre conférence? Notamment sur le thème de l'impact aquatique, et l'autre, c'est de passer de simple plongeur à explorateur. C'est quoi le chemin? Ah oui, mais pas simple le chemin. Ah, c'est pas une ligne droite, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Elle en fait aussi une 3e avec la Fondation de la mer sur la pollution plastique. Donc cette conférence sera l'occasion de donner les résultats aussi d'un challenge qu'on a lancé qui s'appelle Au Défi. Alors c'est quoi le challenge Au Défi? Alors le challenge Au Défi, c'est un challenge donc on a lancé maintenant il y a 2-3 mois pour que les gens collectent où ils veulent des déchets. Même sur Terre? Ah bah ça peut être sur Terre. Ah oui. Parce que souvent les déchets en plus qui sont sur Terre à un moment donné ils vont dans l'eau quand même. Donc voilà. Et donc n'importe où on est, on ramène les déchets au salon. Et puis il y avait un formulaire à remplir avec éventuellement des photos pour calculer. Donc on va donner les résultats de ce challenge. On serait ravis si le résultat était mauvais puisque ça voudrait dire qu'il n'y avait rien à nettoyer. Malheureusement c'est pas ça. Non. Mais bon voilà donc ça fait partie du lot et puis on va aussi avec Nathalie remettre les prix des concours photos et concours films du Salon 2024. Donc on a eu 512 participants. On a trié... Des photos de plongée sous-marine? Oui. Alors c'est un concours. Des poissons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Des tas de trucs? Alors nous, on a fait plusieurs thèmes, justement. Plongeur 360, ça allait du portrait du plongeur au lac à la plongée en eau chaude, la plongée en eau froide. Et nous, la particularité du Salon de la plongée, c'est que ce concours-là, on veut que ce soit vraiment un concours amateur. Donc tout n'est pas magnifique, tous les films sont pas superbes, toutes les photos sont pas merveilleuses, mais en même temps c'est un concours qui est vraiment ouvert à tous. C'est pas un concours de professionnels. Et ben ça permet aux gens qui vont sous l'eau de prendre une photo et puis de la poster. Avec des appareils photo qui se sont drôlement aussi améliorés depuis 25 ans. Ah bah non seulement, oui, ça s'est amélioré. Puis il y a aussi le fait que maintenant, moi, ça me choquait au début quand j'ai vu ça. Avant, on se disait, oh là là, le photographe sous-marin, le cinéaste sous-marin, c'est quelqu'un qui est très compétent. Et aujourd'hui, on voit des gens qui font un baptême ou qui passent un niveau 1 et ils ont déjà un petit appareil photo. Et puis voilà, donc... on peut photo, avec son portable, il y a des trucs qui existent, non, en immersion, on met dans une petite coque et puis on se prend en photo, c'est possible ça? Énormément. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un monde bleu, donc ça nous prend beaucoup de lumière. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire des très très belles photos avec des appareils, on pourrait dire rudimentaires. Et une fois de plus, la technologie nous permet de ramener ces images-là, qui parfois sont des images complètement uniques, parce que le plongeur est au bon endroit, au bon moment, à pouvoir capter ces images-là, et même à pouvoir les partager avec des professionnels, ce qui va enrichir une fois de plus, leur quête de documenter. Et ça a servi notamment dans les dernières années à des grands explorateurs français où un comportement animal avait été capté par un amateur et ce qui permettait de pouvoir faire avancer la connaissance. D'accord. C'est une grande chaîne de connaissances faite très solidaire entre les plongeurs. Absolument. Et ce qui est extraordinaire, notamment à travers toutes les conférences qu'il va y avoir pendant les 4 jours, c'est que ce sont des professionnels qui s'adressent au grand public, mais il y a un retour aussi du grand public. On est toujours dans le partage de cette passion-là, à tous les niveaux. Et puis très souvent, moi j'entends ça d'autres professionnels, on se dit on a tous commencé quelque part. Et on a toujours cette étincelle dans l'œil de se souvenir des premières plongées, des premières photos, des premières grandes réussites, et qu'on aime partager et encourager les autres. Pierre Frolla, justement, vous qui êtes quadruple recordman du monde en apnée, est-ce que vous vous souvenez comment tout a commencé, la petite étincelle, comment elle est arrivée? Parce que l'apnée, c'est quand même une discipline un peu particulière. Là, on se lance sans bouteille, sans protection, sans rien, sans parachute.
Disons que c'est relativement simple. Pardon. Je suis né à Monaco, donc au bord de la mer. Ah bah oui, déjà. Mon père était champion de plongée en apnée, de chasse sous-marine en apnée entre 1960 et 1972. Donc c'est quelque chose qui a généré dans la famille, chez mon frère et chez moi, une passion naissante au fur et à mesure du temps. Et j'avais pas envie de devenir champion de plongée en apnée. En réalité, ce que je voulais, c'était vivre ma passion au quotidien. Et ma passion, c'était d'aller à la rencontre des grands animaux. J'ai été nourri pendant mon enfance et mon adolescence par les histoires que me racontait notre père, mais que les gens aussi qui connaissaient notre père et qui avaient vécu des expériences avec lui nous racontaient. Dans les années 65, 70, c'était vraiment le grand monde de l'aventure. C'était autre chose qu'à notre époque où les gens voyagent énormément grâce à l'image. Et tout le monde connaît un cachalot, une baleine à bosse, un léopard des mers, sans pour autant avoir plongé. À cette époque, le simple fait d'être allé à Tahiti participer au championnat du monde de chasse sous-marine, c'était quelque chose de complètement hallucinant. Il y avait les gens qui allaient à l'autre bout sur les pôles, il y avait les gens qui allaient sur la Lune, et puis il y avait des gens qui voyageaient pour aller à la rencontre des grands animaux. Et c'est quelque chose qui m'a animé très très jeune. Et donc, lorsque j'étais au lycée, j'étais un judoka de haut niveau puisque je représentais mon pays en judo. Mais ma vraie grande passion, c'était la plongée et surtout la plongée en apnée. Et au fur et à mesure de la pratique de cette discipline, je me suis rendu compte que comme il fallait travailler au quotidien en étant adulte et qu'il fallait donc avoir un métier tant qu'à faire puisque ce soit tous les jours, que ce soit dans une activité qui me plaise et que je ne rechigne pas à me lever le matin pour partir au travail. Donc je suis parti tout simplement d'un principe relativement simple, enseigner le sport. D'accord. Et donc j'ai pris une option sport de combat et plongée. Et puis finalement, je suis devenu un prof de plongée d'abord, ensuite champion. Mais j'ai gardé donc cette fibre pédagogique. À partir de 2005, je me suis spécialisé par contre dans la sensibilisation à la protection des animaux et notamment des requins. Donc avec Fred Buil, qui est justement un photographe très connu dans notre monde. En 2005, on a commencé notre reconversion de plongeur en apnée, lui en faisant des images et moi en étant ce qu'on appelle un modèle. Et l'idée, c'était de me mettre en scène en face des grands animaux et surtout des grands requins, d'aller face à face avec ces animaux pour pouvoir faire en sorte que les gens s'identifient facilement à moi, connaissent ces animaux, en les connaissant et envie de les protéger, les aiment un peu plus et limitent notamment la surpêche de cet animal qui est assassiné chaque année par centaines de millions. C'est vrai, Pierre Frolla, et on va continuer dans le dernier quart d'heure qui nous reste dans un instant à parler de ce salon de la plongée sous-marine et de vos expériences tous autour de cette table qui sont, on peut le dire, exceptionnelles. À tout de suite. En eau douce, en eau salée, partout dans le monde, toutes les plongées du Salon international de la plongée sous-marine présentent Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et le Salon international de la plongée sous-marine, les dates, Hélène ? 11 au 14 janvier. On est bien rodés, hein, vous avez vu, les dates étaient impeccables. Hélène de Terrac, directrice et fondatrice du Salon international de la plongée sous-marine qui se rapporte de Versailles à Paris, est avec nous. Pierre Frolla aussi, apnéiste et quadruple recordman du monde. Et Nathalie Lasselin, cinéaste et exploratrice des fonds sous-marins. J'ai dit sous-marins, mais non, c'est des fonds. On peut dire des fonds, on dit ce qu'on veut. Hein. Oui, on n'est pas obligé d'aller dans le fond. Parfois, même qu'est-ce qu'on dit au Québec ? Exploratrice sous-marine. On dit sous-marine ? Parfait. Ouais, nous, on féminise beaucoup. Oui, vous avez raison. Et on en parlait hors antenne. Vous avez constaté, Hélène, que les femmes sont de plus en plus nombreuses au salon. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que la plongée s'est démocratisée, parce que c'est devenu... Il y a 25 ans, il y avait beaucoup d'hommes. Ah oui, il y avait surtout des hommes dans les allées. Un peu trop, surtout quand on est une femme et qu'on organise un salon et qu'on travaille qu'avec des hommes. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un peu de femmes dans tout ça. Et on a vu au niveau du visitorat, au niveau de la population, quand on est sur un bateau de plongée, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. Mais toujours, on parlait tout à l'heure du matériel, l'amélioration du matériel, la communication, ce que disait Pierre tout à l'heure sur le fait de voir des photos, le fait de voir... Tout s'est adapté. Et de plus en plus jeunes, les gens. Oui, on commence à rajeunir, c'est bien. Enfin, nous, non, personnellement, mais le public... Ne dites pas ça, Hélène. Non, il faut maintenant, ce que disait Pierre encore une fois sur des jeunes qu'il a formés, qui sont devenus un peu plus vieux, puis maintenant c'est les enfants, c'est pareil, on a des très très jeunes enfants, c'est pour ça, on dit que la plongée, on la commence à
à 8 ans. Et nous, on accueille plein de petits, on va dire, qui vont découvrir ça avec nous. Est-il vrai que les visiteurs qui viennent au salon, à partir de 10h, ont du mal à partir, frère, à la fin du salon? Et on ne sait pas pourquoi. En fait, ils sont bien. Apparemment, il fait chaud. Ils vont avoir encore plus chaud. Mais en fait, c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de monde dès 10h du matin et les gens veulent rentrer à 10h01 dans le salon. Et quand on ferme les portes, même quand on les ferme, puisque vendredi, c'est le 12 janvier, c'est ouvert jusqu'à 22h, mais ils partent pas, en fait. Ils sont bien, ils sont chauds, ils boivent un verre, ils rencontrent, ils discutent, il y a encore des conférences, il y a encore des animations, ils partent pas. Donc ça, c'est formidable. Très bien. Nathalie Lasselin, exploratrice des fonds marins, réalisatrice, cinéaste, plongeuse, on va dire, de l'extrême. Quels sont vos 5 plus beaux spots dans le monde, en France et dans le monde ? Je vous dirais, le premier, c'est celui que j'ai pas fait encore. Voilà, donc déjà c'est là, fait. Voilà. Ça, c'est fait, donc c'est celui à découvrir. Ensuite, c'est sûr que de plonger en Arctique... Ça, c'est le top pour vous ? L'Arctique canadien, c'est le top. C'est le top parce qu'on peut toujours être surpris. La dernière expédition, on est sorti d'une plongée sous un iceberg et il y avait un ours polaire qui nous attendait. C'est quand même une belle visite. Ah bah oui, donc, mais il était en forme, il était agressif, il était sympa? Non, il était curieux. En fait, je crois qu'il a senti notre soupe. Et ça l'a attiré un petit peu. D'accord. Résultat des courses, on a suivi ses traces lorsqu'il nous a quittés et on a pu l'observer pendant 45 minutes. C'est assez unique. Ouais. C'est magique. Voilà, ça c'est super. Après, il y a des endroits qui sont un peu mythiques, ne serait-ce que les Galapagos. Ah oui. Ça c'est beau. En number 2, vous mettez les Galapagos. Allez, je vais mettre l'Arctique en numéro 2. D'accord. En numéro 3, je vais mettre les Galapagos. Ouais. Numéro 4, je dirais les grottes. Mais là, pour choisir l'endroit, c'est difficile. Il y a les Bahamas, il y a le Mexique. Il y a beaucoup d'endroits. Et puis, c'est l'autre position, mais qui pourrait être la numéro 1, ça reste la Méditerranée. Oui, quand même. Hein, quand même. Même si c'est la Méditerranée, puis on pourrait dire les Méditerranées, parce qu'il y a tellement de beaux endroits différents, riches, colorés. Et puis, c'est juste la porte à côté, quoi. Donc, c'est sûr que pour les Français, c'est un accès extraordinaire d'avoir cette mer, non seulement par son histoire, que par ce contenu, par les découvertes qui ont été faites, ne serait-ce que la grotte de Cosquer et autres. Bien sûr. Oui. Voilà, et on découvre encore des choses. Laurent Balestan a encore découvert des choses lors de ses dernières missions. Et là, c'est l'exemple parfait de l'endroit que l'on peut visiter, où on peut évoluer comme plongeur ou comme apnéiste, et de se nourrir aussi des sciences qui y sont faites. Est-il vrai qu'il y a une pollution dans les océans visible, mais surtout invisible? Et quelle est-elle? Ouais, malheureusement, pour moi, la pollution invisible est la plus terrible parce qu'on ne peut pas en rapporter d'images. Notamment, c'est tout ce qu'on appelle les contaminants d'intérêt émergent, pesticides, herbicides, résidus de médicaments, etc. Et oui, il y a des traces partout. Il y a des traces de mercure dans les poissons dont se nourrissent les Inuits. Pourtant, il y a pas vraiment de mercure en Arctique, mais ça va jusque là. Donc c'est une pollution très très sournoise et ça nous ramène au fait qu'il faut revenir à la source, revenir à l'essence pour pouvoir se libérer de ce type de pollution-là et de vivre une fois de plus avec plus de produits naturels, de prendre une meilleure attention à notre environnement avec notre choix de mode de vie. Et on va y arriver, Nathalie, parce que vous êtes positive et on y croit. Hein, oui, même s'il y a des jours on se dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas, c'est la fin de notre civilisation. Il y a des journées où on est découragé, faut pas se leurrer. Mais en même temps, non, on va pas se laisser décourager parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Parce que vous m'avez raconté en préparant cette émission votre combat entre des pneus et des moules. Ouais. Racontez-nous ça. Ça c'est drôle, ça c'est la façon aussi dont ça évolue, c'est que j'ai une grosse problématique en fait qui date des années 80 près de chez moi où il y a non pas des centaines mais des milliers de pneus à retirer d'un endroit qui sont en train de polluer le fleuve Saint-Laurent. Ma problématique c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une moule endémique qui est en train de perdre son territoire à cause d'espèces envahissantes. Et là, la problématique scientifique et donc les autorisations que je dois aller chercher, c'est pour pouvoir enlever ces pneus-là, il ne faut pas que je puisse mettre en danger les quelques individus qui restent. Et c'est là où on se dit, on est quand même rendu à un stade assez complexe. Et assez absurde.
absurde. On oui arrive et à un non, moment c'est donné ça. où il ne faut plus enlever les pneus parce qu'ils protègent des moules. Mais il y a quand même des pneus qui sont en train de pourrir dans Saint-Laurent. Et voilà, et c'est un retour de balancier. Donc, une fois de plus, moi je me dis autant résoudre au plus et de réduire au maximum toutes nos sources de pollution pour avoir de moins gros problèmes à gérer plus tard. Moi je me dis ça va être plus simple. Si on le fait dès le départ, on le fait bien, ça va être beaucoup mieux. Hélène de Terrac, vous qui êtes directrice et fondatrice de ce salon international plongée sous-marine, vous plongez vous-même? Oui. Vous plongeâtes? Vous plongez toujours? Ah oui, bien sûr, je plonge toujours. Pourquoi vous aurez arrêté? Non, je sais pas, parce qu'il y a tellement de boulot avec oui, ce salon. J'ai beaucoup de boulot, mais bon, oui, je plonge. Maintenant, je ne voyage pas autant que Nathalie. D'accord, mais vous avez quand même quelques petits conseils de sites de plongée à donner à nos auditeurs et nos auditrices qui voudraient moi, pouvoir un jour, par exemple. De toute façon, sans aller forcément très loin, je rebondirais sur ce qu'a dit Nathalie. La Méditerranée, on a des choses absolument incroyables. Ouais. Et ce qui est formidable en plongée, c'est que vous pouvez plonger, et Pierre pourrait nous le dire, et Nathalie pourrait le confirmer, vous pouvez plonger au même endroit tout le temps, c'est jamais la même plongée. Vous confirmez, Pierre Frola, quadruple apnée, recordman du monde en apnée, c'est jamais pareil. C'est jamais la même. Que tu fasses la même plongée au même endroit, la plongée en elle-même sera complètement différente. Et c'est ça qui est magnifique. La luminosité, le courant et surtout les animaux qui peuplent l'endroit dans lequel on évolue. Ce qu'il y a de vraiment fabuleux, c'est que ça va offrir l'opportunité de rencontres qui sont, on va dire, toujours originales. Et c'est ça qui est magnifique dans cette discipline. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Que ce soit les super débutants et les méga experts, chaque plongée est unique. Et elle est le gage de souvenirs et de sensations vraiment fabuleuses. Et est-ce que vous êtes tous d'accord autour de cette table pour dire qu'après une plongée, je ne sais pas pourquoi, moi j'en ai fait un peu, on se sent détendu, on se sent bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau du psychologique, au niveau du physique, qu'est-ce qui se passe après? On est un peu aux espèces de béatitude, on plane un peu. Nathalie en parlait tout à l'heure, il y a un côté émerveillé, émerveillement. Par le spectacle qu'on a vu. Voilà, donc on vient de passer du temps dans le silence, à regarder des choses. Et donc, quand c'est ça qui vous apaise, Hélène, le silence. J'aime. Là, il n'y a plus de téléphone, personne ne vous embête, personne ne vous parle. Oui, si, on se parle avec des gestes, mais on partage. On est toujours dans le partage. Quand vous plongez, on ne plonge pas tout seul. On plonge avec un binôme, on se regarde, on se comprend. Et après, quand on enlève le masque et qu'on se retrouve, on échange sur ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé. C'est des moments magiques, quoi. Pierre Frola, vous serez présent sur le salon, on pourra vous rencontrer? Pour rebondir un peu sur ce que disent les filles, parce que comme j'ai perdu l'antenne à un moment, le vrai grand rêve de l'homme, c'est, si on demande à n'importe quel enfant, et vous savez, j'en ai pas mal des enfants par an, qu'est-ce que tu voudrais, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? C'est toujours le rêve d'Icare, c'est celui de voler. La plongée, ça nous offre l'opportunité de pouvoir voler. On est dans un vrai espace à 3 dimensions et on ne touche pas le sol, on ne touche pas la surface, on est entre deux eaux et on vole littéralement. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment particulière. Lorsqu'on arrive à évoluer... Oui. Vous n'avez plus le temps, c'est ça? On a une petite minute 25, juste pour que vous nous donniez votre plus beau souvenir de plongée à vous. J'en ai deux vraiment fabuleux. Le premier, c'est le jour où j'ai fait la demande de ma femme, la demande à ma femme, ce que selon on se marie sous la mer. Ah oui. Voilà. Et alors, c'est pas notre mariage sous-marin, c'est le jour où je lui ai demandé, c'était à Cuba, et on était dans un endroit complètement dingue, au Jardin de la Reine, et j'avais l'impression de plonger dans le jardin de Alice au Pays des Merveilles. Il y avait des couleurs que j'avais jamais vues, avec un courant très particulier. Il y avait des poissons partout. Ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Et le deuxième, parce qu'il faut aller vite. Oui. J'ai accompagné des enfants à l'île de la Réunion pour un film qui s'appelle Les Enfants d'Océanos, où les enfants nageaient avec des grandes baleines pour pouvoir sensibiliser leur propre génération à la connaissance et à la sensibilisation de la faune et de la flore. Et nous avons rencontré avec une petite fille que je tenais par la main, 9 ans, qui s'appelait Tara, une maman baleine et une mère baleineau et son petit baleineau. Dont on entend les chants qui arrivent fort à propos grâce à Maxime, notre réalisateur, bravo. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Hélène de Terrac, directrice du Salon international de la plongée sous-marine. Rendez-vous, Porte de Versailles, la date? Du 11 au 14 janvier. Très bien. On y rencontrera Pierre Frola.
Pierre Frola, bien sûr. On pourra toucher et qui pourra nous parler de ses expériences. Et puis Nathalie Lasselin, qui est exploratrice des fonds marins, cinéaste et réalisatrice venue du Québec, qui sera sur place également. Absolument. Merci Nathalie, à tous. attention, au salon, il faut absolument sauter dans la piscine. Oui. Quand on est parrain, C'est clair. Merci à tous pour cette belle émission Merci à et vous. nous avoir donné envie d'aller plonger. La suite dans un instant à 18h avec le meilleur de Sud Radio présenté par Jaona Rakoto Zafi. Et à 19h, c'est excellent. Pierre Hermé sera l'invité de Judith Belair sur Sud Radio. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Salon international de la plongée sous-marine, en eau douce, en eau salée. Toutes les plongées partout dans le monde sont au Salon international de la plongée sous-marine.